Public Sénat. Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo au Parlement européen à Bruxelles. Cette semaine, l'enquête de cette émission nous emmène en Irlande. C'est l'un des deux États européens où l'avortement est interdit, mais le débat est relancé dans le pays. Et tout de suite, le cas de Chypre qui continue à secouer toute l'Europe. Avec nos invités, nous verrons si nous pouvons laisser notre argent dans les banques européennes. C'est l'histoire d'un petit territoire de bout d'Europe menacé par la faillite. Qui connaît Chypre ? Si ce n'est pour ses plages et ses banques. Il faut dire que le secteur bancaire chypriote représente 900% de son PIB. Alors on parle d'hypertrophie bancaire. Hypertrophie. Une jolie feinte pour ne pas dire paradis fiscal. Comment ? Un paradis fiscal en plein cœur de la zone euro ? Vous plaisantez ? Pas vraiment. Alors que faire pour sauver Chypre ? Une fois de plus, FMI, BCE, Eurogroupe ont inventé un dispositif dont eux seuls ont le secret. Taxer les dépôts bancaires. Cafouillage, ultimatum, règlement de compte et réunion de la dernière chance. Le sauvetage dans l'urgence a une nouvelle fois fait vaciller la zone euro. Et pendant ce temps, à Nicosie, en attendant la sortie de crise, on sent comme un air de déjà-vu dans les rues chypriotes. Les manifestations se suivent et se ressemblent. Banques closes, économie en panne, entreprises fermées, magasins dévalisés. Un air de Grèce, un air d'Espagne, un air de Portugal. Alors, a-t-on sacrifié Chypre ? Alors notre invité aujourd'hui est Jean-Paul Gauzès, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen français, vous êtes membre du PPE et également membre de la Commission des affaires économiques et monétaires ici au Parlement européen. Est-ce que lorsque l'Eurogroupe a décidé de prendre de l'argent sur les comptes des Chypriotes, quels qu'ils soient, est-ce que l'Eurogroupe n'a pas commis là une erreur ? Je crois que la grossière erreur a été la façon dont les choses ont été, semble-t-il, réfléchi et annoncé. Sur le problème de fond, on peut se poser des questions, mais il est clair qu'il était vraiment détestable de laisser entendre que c'était l'Europe qui prélevait sur les comptes des particuliers, alors qu'en réalité c'est une proposition qui est faite à l'État chypriote et le Parlement chypriote avait le dernier mot, et on l'a bien vu, il a refusé. Pardon, juste, j'aimerais comprendre. En fait, ce que vous dites, c'est que c'était acceptable de prendre de l'argent sur des comptes en dessous de 1 000 euros. On pouvait, oui, parce que je crois qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a la fortune personnelle des gens, l'épargne qui est déposée, et puis les dépôts au sens bancaire. Les limitations dont tout le monde parle de 100 000 euros, c'est une limitation, c'est une protection, c'est une garantie dans le cas où la banque qui reçoit les dépôts fait faillite. Là, nous n'étions pas dans un cas de faillite de la banque avérée, dans le schéma qui était prévu. Elles ont fait faillite après. Ça a évolué. Mais dans le schéma qui était prévu, en réalité, il s'agissait d'un impôt sur la fortune prélevé directement à la source. Mais comme ça a été très mal présenté, évidemment, chacun a pensé que c'était autre chose. Quelle que soit la présentation qu'on fait, de toute façon, à la fin, il y aurait eu des personnes qui auraient eu de l'argent directement retiré de leur compte. Donc, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas un problème de décision, que la décision était bonne, mais elle a été mal présentée. Non, le choix de la décision, il fallait l'interroger sur les conséquences. Mais ce qui a sémé la confusion, et malheureusement, je crains durablement, c'est la mauvaise présentation. D'abord parce que ce n'est pas l'Eurogroupe qui décidait de fonctionner. L'Eurogroupe disait, nous prêterons 10 milliards si vous en trouvez 6 ou 5,8. Et il demandait aux Chypriotes comment vous allez trouver ces 5,8. Une des réponses, ça a été, alors j'étais pas à la réunion, donc je ne sais pas comment ça s'est passé, ça a été que tous se sont mis d'accord, y compris les Chypriotes, pour le fait qu'il y ait une taxe, c'est-à-dire un impôt, qui soit prélevé sur l'épargne des gens qui avaient déposé en banque. Ça veut dire même pas des Chypriotes, de tous ceux qui avaient déposé, y compris, et on le sait pourquoi, des déposants étrangers qui ont en fait la plus grande masse des dépôts en Chypre, et notamment les Russes, mais aussi des Britanniques. Vous parlez de problème de communication. L'Eurogroupe qui a pris à l'unanimité cette décision est dirigé par un nouveau président, c'est Jeroen Dijsselbloem, un Hollandais, un Néerlandais. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de compétence de cet homme dans la gestion de la crise ?
compétence, j'en sais rien. Je l'ai rencontré récemment. Je pense qu'il est compétent, mais il est très nouveau dans la fonction, y compris dans la fonction de ministre des Finances. Et je pense honnêtement, mais peut-être parce que j'aime bien Jean-Claude Juncker, que l'expérience de Jean-Claude Juncker qui était son prédécesseur, aurait certainement amené un peu plus de bon sens dans la façon de gérer ce dossier. Même si c'est un dossier difficile, et si Chypre, il faut quand même le dire à nos auditeurs, c'est que Chypre n'est pas un pays comme les autres dans la zone euro. C'est un pays très particulier, et si je voulais être un peu méchant pour les Chypriotes, je dirais que c'est une grosse lessiveuse pour blanchiment et un lieu de paradis fiscal, comme le disait votre reportage. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, il n'y a pas un problème de confiance dans la zone euro? Est-ce que les déposants partout ailleurs dans la zone euro, que ce soit par exemple en Grèce, en Espagne, en Italie, pourquoi pas même en France, est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent ne pas avoir des doutes raisonnablement sur le fait qu'ils vont pouvoir conserver leur argent? Alors, je pense que les déposants ont effectivement des doutes, j'en rencontre. Il n'y a pas d'ailleurs que les déposants qui ont des doutes. Il y a aussi des doutes au niveau international sur le comportement de la gouvernance de la zone euro qui peut donner l'impression d'être très chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce qu'ils ont raison d'avoir des craintes? Je pense qu'aujourd'hui, la situation chypriote, alors je sais bien, on a dit pour la Grèce, ça ne se reproduira pas, mais Chypre, c'était prévisible. Et je crois que ce qui est condamnable, c'est que notamment la Commission n'ait pas été plus vigilante depuis plusieurs années sur ce qui se passait à Chypre. Je pense que la situation de Chypre est unique en Europe. Et donc les solutions. La même chose pour la Grèce. Oui, mais elle était unique, là, elle est super unique. C'est une autre unicité parce que c'est pas le même problème. La Grèce, c'est un problème d'appauvrissement total du pays et de difficultés graves, durables, qui tiennent à la situation économique de la Grèce. Là, pour Chypre, c'est le fait d'une surdimensionnement de la banque qui fait courir des risques parce que les banques ne sont plus à la hauteur des risques qu'elles prennent et n'ont pas la liquidité nécessaire. Mais je crois que nos concitoyens peuvent avoir des doutes, chacun peut avoir des doutes. Je crois que raisonnablement, dans des temps prévisibles, le risque de mise en cause des dépôts est très faible et qu'en tout cas, les procédures qui sont actuellement à l'étude pour l'avenir doivent permettre de garantir que ça ne puisse pas se passer de cette manière. Risque très faible, mais il existe? Moi, jamais exclure. Moi, je suis honnête. Mon argent ou le vôtre, qui sur des comptes en banque et pas sous nos matelas, il peut à un moment être pris. Oui, dans l'hypothèse où on est en train de mettre en place des principes de résolution des crises bancaires pour éviter qu'elles n'atteignent ces dégâts. Et donc l'objectif de ces mesures qui sont prises au niveau européen est évidemment de permettre faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise bancaire. Mais l'autre aspect, c'est s'il y avait une crise bancaire, on veut préserver les contribuables. C'est une volonté politique. Et donc, entre la banque et les contribuables, entre-temps, il y a les actionnaires de la banque qui doivent être en première ligne en cas de responsabilité financière. Et puis, il y a éventuellement les déposants au travers de clauses qu'on appelle les bail-in, c'est-à-dire des possibilités de ne rembourser qu'une partie des sommes qui sont là si la banque est en grande difficulté. Mais je crois que cette situation peut être exclue aujourd'hui dans des pays comme la France, les Pays-Bas, même l'Italie et l'Espagne. Regardez le redressement, les mesures de redressement en Espagne sont passées sans mise en cause des dépôts des épargnants. Jean-Paul Gauzès, dernière question sur l'avenir. Chypre aujourd'hui va être renfloué, l'Europe va lui prêter 10 milliards d'euros. Est-ce que dans 2 mois, on ne va pas se retrouver tous les deux l'un en face de l'autre en train de parler de nouveau de Chypre parce que de toute façon, Chypre ne pourra pas rembourser? Je crois que on l'a vu pour la Grèce, bien souvent on fait des calendriers, les gens qui réfléchissent, peut-être pas assez, font des calendriers qui ne sont pas cohérents avec la réalité. Pour la Grèce, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait faire une restructuration immédiate à l'époque. On disait que non, qu'on était fou, que ça ne se ferait jamais. Elle s'est faite plus tard, ça a coûté plus cher. Pour Chypre, on a tardé. Là, on prend des mesures fortes, mais effectivement, le risque existe que par l'effet des conséquences économiques sur Chypre, et notamment par une disparition de l'activité bancaire ou de certaines activités bancaires, la situation de Chypre sur le plan économique devienne plus mauvaise. Merci beaucoup Jean-Paul Gauzès d'avoir accepté notre invitation. On va rester sur Chypre parce qu'évidemment les télévisions européennes en ont beaucoup parlé. Nous allons recevoir Christian Spielmann qui est journaliste de l'AFP ici à Bruxelles. Mais tout d'abord je vous propose de regarder ce zapping des télévisions européennes. Il est signé Aurélie Dafens. Chypre fait faillite et appelle à l'aide.
Le président chypriote et les bailleurs de fonds entament alors des tractations qui aboutissent dans la douleur. Une journée marathon de négociations a permis de boucler l'accord de sauvetage par lequel Chypre va commencer à recevoir son aide de 10 milliards d'euros à partir du mois de mai. En contrepartie notamment de la liquidation de la banque Laiki. La faillite est évitée, mais à quel prix? La décision laisse un goût amer au président du Parlement chypriote. Cette décision est douloureuse pour les Chypriotes. Cette décision est une défaite de la solidarité et de la cohésion sociale, qui sont des libertés fondamentales et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Les réactions populaires explosent sur les écrans européens. Inquiétude et pessimisme dominent. Je suis très inquiète en effet. Pour quelle raison? Pour notre vie à Chypre, pour nos enfants, pour le futur, c'est une période très difficile à traverser. Alors voilà pour ce traitement de l'affaire chypriote sur les télévisions européennes, toutes les télévisions européennes qui ont fait leur une là-dessus et qui continuent. D'ailleurs, nous sommes avec Christian Spielmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant de l'agence France Presse AFP ici à Bruxelles. Vous couvrez les affaires européennes depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a fait une erreur monumentale avec Chypre? Une erreur de communication, ça c'est certain. Je crois que c'est des gens qui ne savent absolument pas communiquer, qui ne savent absolument pas expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Je crois qu'ils ont fait une erreur de jeunesse, avec sans doute un peu de fébrilité de la part du président de l'Eurogroupe qui s'est retrouvé à succéder à Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, qui était un vieux crocodile roué à toutes ces négociations. Là, on nous a mis un jeune néerlandais qui est tout à fait compétent. Moi, c'est extraordinaire de voir qu'avec sa candeur, il nous a annoncé que dans la grande interview qui a semé la perturbation sur toutes les places financières hier, il a reconnu qu'il n'avait pas compris le mot. Template, qui voulait dire modèle, il dit « moi je ne le connaissais pas ». C'est vrai que c'est pas un vrai mot qu'on utilise dans le jargon. Oui, c'est ça, parce qu'il a donné une interview au Financial Times en disant que ce qui avait été fait pour Chypre pouvait éventuellement servir de modèle pour les résolutions des crises dans d'autres pays. C'est bien ça? Absolument. Enfin, il a laissé comprendre que c'était ça. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il voulait expliquer aux contribuables et aux citoyens de l'Union européenne, c'est que la règle, c'était qu'on n'allait plus payer quand une banque faisait faillite. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Moi, je suis contribuable et je suis ravi de savoir que si jamais telle ou telle banque de tel ou tel endroit de l'espace européen fait faillite, je ne vais pas être appelé à contribution. Donc on explique qu'effectivement, les gens qui sont dans les banques, qui font de l'argent en plaçant leur argent dans les banques, vont payer. Ça, c'est ça qu'il voulait dire et c'est ça que la Commission est en train de faire. Sauf qu'effectivement, son message n'est absolument pas passé parce qu'ils ne l'ont pas expliqué. Est-ce que vous comprenez je dirais sur le plan un peu plus journalistique, puisque vous êtes journaliste, il y a certains ont laissé penser qu'il pouvait y avoir un risque de contagion et de ce qu'on appelle un bank run, donc c'est-à-dire une panique bancaire dans d'autres pays que Chypre. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, ce que je comprends, c'est qu'avec les déclarations qui ont été faites hier, dans toute la zone sud de l'Union européenne, que ce soit l'Espagne, l'Italie, le Portugal, on se demande maintenant si on peut laisser son argent dans les banques. Et donc je pense que les dirigeants seraient fort avisés d'expliquer aux gens que non, que vous pouvez laisser vos dépôts, que vos économies sont protégées, qu'elles ne vont pas servir à combler tel ou tel trou. C'est ça le vrai message qu'ils doivent passer et ensuite expliquer ce qu'ils sont en train de faire avec des banques qu'on essaie de stabiliser. C'est ce qu'a tenté de faire, je crois, un peu François Hollande lorsqu'il recevait cette semaine Mariano Rajoy à l'Elysée. Il a dit que les dépôts de garantie étaient quelque chose auquel on ne pouvait pas toucher. Selon vous, ce n'est pas suffisant? Il faut aller plus loin dans le fait de rassurer les déposants européens? Mais c'est que les gens n'y croient plus. Vous leur annoncez qu'effectivement tous les dépôts jusqu'à 100 000 euros sont garantis et puis tout d'un coup vous découvrez qu'on fait une négociation avec 17 ministres des Finances, que vous avez un des participants, en l'occurrence les dirigeants chypriotes, qui ont accepté de taxer ces dépôts-là et que tout d'un coup on a accepté ça. Alors qu'on aurait dû dire non. Pas possible. Donc aujourd'hui les gens ont peur, on n'y croit pas. Moi personnellement, je pense que beaucoup de citoyens de l'Union européenne n'ont plus confiance aujourd'hui. Et c'est dramatique. J'ai envie de vous poser la même question que je posais tout à l'heure à Jean-Paul Gauzès. Est-ce qu'on va reparler de Chypre dans les mois qui viennent?
je ne suis pas certain qu'on va reparler de Chypre, même s'il y a beaucoup de problèmes, puisque je crois que voilà un État de l'Union européenne qui avait un modèle économique et qu'il va falloir qu'ils le réapprennent, donc il va falloir les aider à faire quelque chose d'autre. Donc on ne sait pas très bien comment l'économie de Chypre va pouvoir se retourner, comment les Chypriotes vont pouvoir vivre à nouveau normalement. Non, moi ce que je crains, c'est que malheureusement dans l'Union européenne, on ait d'autres problèmes qui se posent ailleurs, qui vont rééclater, que ce soit en Italie, que ce soit en Slovénie. Et même dans des pays qui frappent à la porte de la zone euro, et on se demande si vraiment ces pays sont aptes à rentrer, à intégrer cet espace de 17 pays qui ont la monnaie, l'euro comme monnaie commune. Christian Spilman, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va rester évidemment en Europe. On part en Irlande. Il y a quelques mois, une femme a été morte parce qu'elle n'avait pas pu avorter. Nous avons voulu savoir quelle était la situation de l'avortement là-bas dans ce pays. Nous allons retrouver ensuite Katia Gilder et son invité. Mais tout de suite, direction l'Irlande avec ce reportage signé Flora Sauvage. Fait divers tragique, une femme enceinte de 31 ans meurt après avoir demandé un avortement qui lui a été refusé. Automne 2012, après le décès de Savita Alapanavar, le débat sur l'avortement est relancé en Irlande. Ce fait divers dramatique suscite un tollé général dans le pays où l'IVG reste interdite. Après 5 référendums, ce n'est pas la première fois que la question revient sur le devant de la scène. Niall Behan dirige le planning familial. Ici, on milite en faveur de la levée de l'interdiction de l'interruption volontaire de grossesse. En 1983, un amendement dans la Constitution a introduit l'idée que la vie de la mère et celle de son bébé ont la même valeur. Depuis, il n'y a pas eu de loi pour préciser ce que cela signifie réellement. Il a fallu un drame en 1992 pour remettre en question cet amendement. Une adolescente de 14 ans tombée enceinte après un viol à qui on avait refusé un avortement a conduit la Cour suprême à se prononcer. On a eu une interprétation de la Cour suprême en 1992 qui dit que si la vie de la mère est en danger, un avortement est envisageable. Mais la difficulté, c'est qu'aucune législation n'a été mise en place, aucune consigne n'a été donnée au corps médical. Si bien qu'aujourd'hui encore, recourir à une IVG est passible de la réclusion à perpétuité. Chaque année, 5000 Irlandaises vont à l'étranger pour se faire avorter. En 30 ans, près de 150 000 femmes ont fait le voyage. Car en Irlande, le poids de l'Église a toujours empêché les évolutions en la matière. Les catholiques restent farouchement opposés à l'avortement. Dieu donne la vie et personne n'a le pouvoir d'ôter la vie à part Dieu. Donc je ne pense pas qu'on ait la liberté d'avorter, non. Vous tuez un enfant. Je suis fatiguée d'entendre ceux qui se font appeler libéraux. Ils ont perdu la foi. Dans de très rares cas, d'accord, mais en dehors de ça, non. Ça va à l'encontre de la loi de Dieu, de la loi de la nature. En 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Irlande à cause du flou juridique qui entoure l'avortement. Sous la pression internationale, le gouvernement s'est engagé à déposer un projet de loi avant l'été. Une décision saluée par cette députée de gauche. Elle milite en faveur de la libéralisation de l'avortement. Le gouvernement a traîné des pieds depuis des années sur cette question. C'est tout à fait historique. Même si ça ne concerne qu'un petit nombre de femmes, symboliquement, c'est très important. Car ça veut dire que pour la première fois en Irlande, nous allons avoir une loi sur l'avortement. Et c'est pour cette raison que les opposants sont si énervés, qu'ils manifestent tant et qu'ils mettent autant d'argent pour des campagnes de publicité financées par les États-Unis. Car en Irlande, les lobbies pro-vie sont très influents. Pour les opposants à l'avortement, le fœtus est un être humain dès les premiers instants de la vie. Evelyne travaille au sein de l'association Pro-Life Campaign. Elle a participé aux manifestations anti-avortement de ces derniers mois. La raison pour laquelle l'avortement est une question qui pose problème, c'est qu'il y a 2 vies en jeu, il y a 2 corps. Ce n'est pas que ma vie qui est en jeu, c'est aussi la vie de mon bébé. Donc les 2 doivent être protégés. Et cette vision est relayée au Parlement par le sénateur Mullen. L'opposition à l'avortement en Irlande est souvent présentée comme une question exclusivement religieuse. Et dans une société plurielle, on ne peut pas légiférer à partir de la foi de certains.
Mais c'est une mauvaise compréhension de notre position. La façon dont je vois les choses, c'est que oui, bien sûr, on est inspiré par la foi, mais cela relève du bon sens, d'un instinct naturel de protection des droits de l'homme. Mais les mentalités évoluent, la jeunesse est plus ouverte sur la question, même si l'avortement sans motif apparent n'est pas encore à l'ordre du jour. Peut-être que les vieux sont contre, mais pas la génération de nos parents. Je pense que ça devrait être légalisé, car c'est le corps de la femme. La décision doit lui appartenir. Et de toute façon, dans quelques années, je pense que ça sera légal. Alors, pourquoi pas maintenant? Je ne suis pas d'accord avec elle, car il s'agit d'une vie à l'intérieur de soi. Je dis ça maintenant, mais si jamais je tombais enceinte dans 6 mois, je serais peut-être la première à aller avorter, alors je ne sais pas. Malgré le déclin de l'influence de l'Église catholique en Irlande, les esprits évoluent lentement. D'après un sondage, 85% des Irlandais sont favorables à l'avortement si la vie de la mère est en danger. Seuls 36% des personnes interrogées se prononcent pour la légalisation de l'IVG, quelles que soient les raisons. Une enquête tournée à Dublin, en Irlande, par Flora Sauvage. Nous sommes revenus à Bruxelles. Avec nous sur ce plateau, Marc Tarabella, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes député européen d'origine belge et grand défenseur des droits de la femme et de la cause féminine. Une première question peut-être sur ce reportage. Est-ce que ça vous choque qu'un tel drame, ce décès de Savita Alapanavar, morte sans possibilité d'avorter, est-ce que ça vous choque qu'un tel drame survienne dans un pays qui actuellement préside l'Union européenne? Oui, c'est choquant, parce que c'est la résultante, qu'on le veuille ou non, d'un obscurantisme religieux qui sévit encore en Irlande. Et cette pauvre Savita elle a fait une fausse couche et on a refusé de l'avorter alors que l'enfant n'était plus en vie. Ou n'allait être plus en vie, et elle a souffert de septicémie et elle en est décédée. Et donc, clairement, au moins pour les raisons médicales évidentes, cet avortement devait être opéré. Il ne l'a pas été, et ça a coûté une vie d'une jeune femme, et clairement, qui avait envie de donner la vie, c'est tout simplement des raisons médicales, mais clairement, la situation évolue dans le bon sens, mais elle évolue lentement. En Irlande, qui reste un des 2 pays de l'Union européenne où l'avortement est illégal, avec Malte. Alors, effectivement, ce droit à l'avortement n'est pas reconnu partout en Europe. Est-ce que vous observez, vous, un retour en arrière dans certains pays qui autorisent aujourd'hui l'avortement, par exemple en Espagne? Est-ce que vous observez certaines pratiques plus ou moins insidieuses qui tendraient à remettre ce droit? Il faut se méfier des retours en arrière, car effectivement, dans plusieurs pays, il y a des velléités de changer les lois. Et d'ailleurs, la pratique... En Espagne notamment. L'Espagne notamment, mais les mouvements pro-life sont actifs dans toute une série de pays et voudraient qu'on revienne en arrière sur les lois qui ont autorisé l'IVG. Et donc, on n'est pas garanti, je dirais, une fois que la loi est votée, d'une part qu'il n'y ait pas de retour en arrière, car certains le veulent, et deuxièmement, sur le terrain, il faut se méfier aussi dans la pratique de l'accessibilité, de la réduction d'accessibilité de la femme à pouvoir faire une interruption volontaire de grossesse quand elle le souhaite. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôpitaux qui ferment, parce qu'il y a une pression sociale. Certains hôpitaux ne veulent pas le faire. Certains médecins qui objectent finalement le cas de conscience refusent de le faire. Et il y a des difficultés, y compris en Belgique, à cet égard-là. Il y a des différences de situation selon les pays, puisque donc l'avortement n'est pas un droit partout en Europe. Est-ce que vous pensez qu'il existe une frontière entre une ligne de fracture, même entre 2 Europes, l'une vraiment un peu permissive et plutôt libérale sur ce type de questions, et l'autre très conservatrice et moralisatrice? Est-ce que vous sentez une fracture nette? Non, nette non, parce que 25 pays sur 27 l'ont légalisé, donc c'est quand même une large majorité, qu'il reste 2 petits pays qui doivent le faire, et clairement, je sens aussi une évolution, même au sein du Parlement européen. Il y a 3 ans, j'ai fait réinscrire dans un texte le droit à la femme à disposer de son corps et à pouvoir avoir un accès aisé à la contraception, à l'avortement. Il y a 8 ans que ça n'était pas accepté. Maintenant, ça l'est parce que le Parlement européen s'est féminisé, 35% des élus sont des femmes, et il est rajeuni. Et que les jeunes générations, un petit peu comme dans le reportage, les jeunes générations de députés, comme les jeunes générations de citoyens, sont beaucoup plus ouvertes sur la question, et y compris dans des groupes
dans le groupe chrétien-démocrate qui est souvent plus réticent à cela. Sauf les Français qui ont la loi Veil quand même, ils y sont évidemment, eux, favorables, avec quelques autres, mais même dans des pays de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. Et même à Malte, par exemple, qui interdit formellement l'avortement, vous êtes entendu aussi par vos collègues de Malte ? Très difficilement, mais les collègues maltais de mon groupe ont voté ce texte. Donc clairement, il y a une évolution, je dirais, dans le bon sens, y compris au niveau des élus. Au-delà de toute considération religieuse ou morale, est-ce que vous trouvez que le niveau d'information et de connaissance sur l'avortement est suffisant en Europe pour permettre aux femmes confrontées à un choix, quand elles le peuvent, de choisir en conséquence de cause? Est-ce que vous pensez que les femmes sont assez informées? Non, il n'y a pas d'éducation affective et sexuelle correctement donnée dans le cursus scolaire à l'adolescence, généralement, selon les pays d'Europe. Il y en a où ça se fait, il y en a où ça ne se fait pas. Deuxième chose, le centre de planning familial sont très utiles pour conseiller. Ils doivent être accessibles, ils ne sont pas répandus, et là aussi il y a des différences selon les pays. Donc évidemment, on peut toujours faire mieux en termes d'information, je le pense. Alors, une autre question qui concerne sur cette question du droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, c'est celui du droit de prendre une contraception. Et actuellement, on parle beaucoup des pilules contraceptives, notamment de 3e et 4e génération, dont certaines auraient provoqué des décès. C'est en tout cas les chiffres de l'Agence nationale française du médicament qui, dans son rapport, estime que la pilule contraceptive a provoqué 20 décès sur les dernières années. Est-ce que pour vous, ces pilules-là présentent des dangers pour la santé? Quel niveau d'information, vous, en tant que député européen, vous avez? Moi, j'ai souhaité, quand le débat sur la pilule de 3e et 4e génération a surgi, c'est qu'il y ait une information claire de la part des fabricants de ce type de contraceptif, c'est qu'ils disent clairement de quelle génération est la pilule, puisque le risque notamment d'avoir, je pense que c'est des AVC, est doublé selon la génération des pilules. Ceci dit, il reste infime tout de même. Et puis peut-être faut-il aussi, au niveau des prescripteurs de contraceptifs, peut-être avoir recours aussi à d'autres moyens. Je pense notamment au stérilet, qui peut être efficace dans certains cas. Et quand il y a un risque avéré, peut-être, ou en tout cas plus important chez certaines femmes, c'est peut-être de se diriger vers un autre moyen de contraception. On a parfois l'impression que les prescripteurs vont très volontiers vers ce qui peut apparaître comme le seul moyen moderne de contraception. Est-ce que les laboratoires pharmaceutiques ont aussi une responsabilité dans cette affaire? Est-ce que vous oui, en termes d'information, dès lors qu'un... Parce qu'ils n'ont pas donné assez d'informations au sujet de ces pilules. Trop d'infos tue l'info, on est bien au courant, mais à partir du moment où l'information a été donnée que les pilules de dernière génération, 3e et 4e, avaient comporté un risque plus élevé, autant mettre sur la boîte de quelle génération est la pilule qui est prescrite. Merci beaucoup Marc Tarabella d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines à Bruxelles avec François Baudonnet. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires.